Bonsoir à tous, si vous êtes irritable pendant le ramadan, au coup vous avez tendance à vouloir dormir tout le temps, et bien cette émission s'adresse à vous. Et oui, vous l'auriez compris, on parle ce soir de changement d'humeur, d'irritabilité, mais aussi de somnolence et de fatigue que beaucoup d'entre nous ressentent en ce mois sacré. Comment expliquer cette nervosité à fleur de peau? Est-elle liée au jeûne ou plutôt à notre mode de vie, notre mode d'alimentation et notre sommeil qui sont complètement chamboulés pendant le ramadan? Pour répondre à ces questions, justement, j'ai le plaisir de recevoir ce soir le professeur Mohamed Tayyib Ben Atman. Vous êtes chef de service de psychiatrie au CHU de Mustapha Bacha à Alger. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation et Sahar Mdankoum. Sahar Mdanek, à vous aussi, vous êtes un habitué de l'émission, professeur Marhaba Bik. J'ai également l'énorme plaisir de recevoir le docteur Anis Raïs. Vous êtes somnologue. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Sahar Mdankoum et puis Sahar Mdankoum. Sahar Mdanek, merci de venir éclairer nos téléspectateurs sur ce sujet. On va parler bien sûr d'irritabilité, de mauvaise humeur que nous avons tendance à avoir parfois pendant le ramadan, mais surtout de sommeil, de manque de sommeil et de dette de sommeil. Professeur, nous musulmans savons, grâce déjà à la tradition du prophète et grâce aujourd'hui aussi aux études qui sont faites, que le jeûne est bénéfique pour la santé. C'est même presque plus à prouver, tellement on sait aujourd'hui les bienfaits du jeûne. Mais ça, on parle surtout sur le corps. Est-ce que sur le plan mental, le jeûne est aussi bénéfique ? Absolument. Le jeûne est bénéfique non seulement au plan physique, comme vous le savez, il élimine les toxines, il permet de régénérer certaines cellules souches, etc. Sur le plan mental également, ça permet aussi le fait d'éliminer les toxines sur le plan organique, donc même au niveau du cerveau, puisque c'est prouvé maintenant que pendant le jeûne, les processus inflammatoires sont beaucoup moins importants et amoindris, tant sur le plan, c'est-à-dire physique, même au niveau du cerveau. Et à partir de là, vous avez tous les processus qui sont à l'origine de certains troubles, tels que par exemple les troubles de l'humeur, etc., qui sont induits par les processus inflammatoires, sont nettement diminués pendant le jeûne. Donc théoriquement, la personne qui jeûne, d'ailleurs c'est recommandé le jeûne intermittent, même en matière de traitement, thérapie en psychiatrie ou autre, ça veut dire qu'il a une action même au niveau du cerveau, et c'est par rapport à ça que le mois du ramadan, théoriquement, il devait apporter un plus sur le plan mental. Oui, théoriquement comme vous dites, parce que normalement le mois du ramadan est un mois de piété et de sérénité. Alors quand on voit un peu les gens autour de nous s'énerver et s'emballer pendant le ramadan, on se pose la question, est-ce que ce ne serait pas une mauvaise compréhension du jeûne finalement, qui est censé nous apporter justement une sérénité, qui est censé être un moment de méditation? Absolument, c'est parce que le ramadan, il a tout à fait la façon d'aborder le ramadan, et aussi surtout comment se préparer pour le ramadan. Ça demande certains critères. Certes, le mois de ramadan est un mois de changement de mode de vie, donc c'est un changement de style de vie, c'est un changement donc de vie physiologique normale auquel l'individu est censé se préparer. Censé se préparer et appelé à s'accommoder, naturellement, parce que je vous dis, le jeûne, c'est quoi? C'est réduire, c'est le jeûne intermittent, c'est la définition même scientifique et médicale, ça veut dire diminuer la fréquence de l'alimentation. Oui. Au lieu de passer 3 fois par jour, c'est 2 fois par jour. Et donc l'individu, pour s'accommoder, il doit donc s'inspirer de pas mal de choses qu'on verra tout à l'heure. Alors vous me tendez une perche justement, docteur Raïs. Est-ce que vous pensez que le jeûne nécessite finalement une préparation, parce que ce qu'on appelle dans la religion déjà, on l'appelle niya, ou ce qu'on appellerait aussi la force de l'intention, qui va nous mettre en condition? Alors, tout à fait, il faut se préparer pour le mois du Ramadan, le mois de Carême. Et ça, on le voit aussi dans la tradition prophétique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, voilà, le mois de Sha'ban, on se prépare. Donc déjà, on commence à prendre l'habitude. Même avant. Oui. Alors, et vous avez plusieurs façons de jeûner. Vous avez le lundi et le jeudi. Oui. Vous avez 3 jours par mois, l'ayam al-bid, comme on dit en arabe. Et vous avez le mois de Sha'ban, où là, on va se préparer pour le mois de Carême. Voilà. Donc déjà, sur le plan psychologique, si vous voulez, on peut se préparer de cette manière-là, en jeûnant, voilà, peut-être 1 jour sur 2, 1 jour sur 3,
et pour arriver au mois de carême avec déjà une petite préparation physique, d'accord, et psychologique, aussi. mentale, pour pouvoir aborder, j'allais dire, le jeûne du mois de carême de façon correcte. Oui. Voilà. Se conditionner en quelque sorte. Exactement, exactement. Oui. On a posé justement la question à beaucoup d'Algériens. Je vais vous inviter à regarder justement les échos. On a posé la question, êtes-vous irritable pendant le ramadan? Regardez, c'est un reportage signé Mariam Damis. Avec l'arrivée du mois de Ramadan, le rythme de vie change. Les Algériens adoptent de nouvelles habitudes qui affectent parfois leur vie sociale. Malgré les bienfaits du jeûne pour le corps et l'esprit, les jeûneurs sont parfois mis à rude épreuve. في رمضان انا واش نقول لك انا نتلاقى بناس يعني راهو هذا ومن بعد يتقلب في لحظه في الاسواق ولا نشوفهم في العمل ممكن اللي بلاصه بيضاء ربعك فهمتي فيها شونجمون لا كونديسيون يعني بلو ديفيسيل الناس يتقلقوا في رمضان سي فري عندي صحابي بزاف يتقلقوا اللي يتبعوا اللي يكموا الدخان ويتقهووا ما يقدروش يستغنوا على الدخان والقهوه هادو يتقلقوا. Mais les avis sont partagés. Non, le ramadan pour moi c'est une journée tout à fait normale. Parce que احنا موالفين نصوموا الاثنين والاثنين والخميس. Aucun problème. Rien à voir avec le ramadan. Donc, non, je pense pas. Au contraire, le ramadan, ça rend plus calme. C'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral, c'est bon pour la vie, c'est bon pour bien répartir sa vie, c'est bon pour plusieurs choses. Fatigue, manque de vigilance et irritabilité, nombreux sont ceux qui souffrent de ces symptômes dus au manque de sommeil. انا واحد من الناس كيما نكونش راقد مليح نكون هذا ومن بعد واحد. Alors on a vu un peu, justement, vraisemblablement il y a un petit problème technique dans le reportage, mais on a vu en gros que beaucoup d'Algériens, surtout au début du reportage, parlaient justement de cette notion d'irritabilité et qu'ils n'étaient presque pas les mêmes pendant le ramadan. Mais est-ce que quelque part, professeur, vous ne pensez pas qu'on est un peu dans l'anticipation anxieuse aussi, hein? Vous ne pensez pas? On tombe dans la facilité, on met tout sur le dos du ramadan. C'est ça, voilà, je vous dis, c'est le changement du rythme de vie, donc le changement physiologique fait que les gens ont l'impression que c'est ce changement qui va entraîner ce comportement démesuré parfois, comme ça a été rapporté dans le reportage, l'irritabilité et les troubles de l'humeur. Au fait, tout ça, c'est pas dû au ramadan. Et c'est pas dû au fait de jeûner. C'est dû au fait, les études ont montré, que c'est la perturbation au niveau du sommeil qui est à l'origine de tout ça. Et ça, donc, on ne peut aborder l'irritabilité, les troubles du comportement, sans faire référence au sommeil. Et c'est le gros problème durant le ramadan, c'est que les gens réduisent le temps du sommeil global. Oui. Et donc, comme vous le savez aussi, c'est que le sommeil est constitué de deux phases qui sont très très importantes pour l'individu. Les uns, c'est beaucoup plus pour la récupération psychique, l'autre pour la récupération physique. Et à partir du moment où ces deux phases sont réduites, donc on va constater que la personne, le lendemain, va devenir irritable, de mauvaise humeur, et ce qui s'explique naturellement au niveau des marchés, au niveau de la circulation, cette relation, des relations très tendues et des relations interpersonnelles qui sont plus ou moins altérées, et c'est beaucoup plus en rapport avec ça. Oui, de toute façon, la grande partie de l'émission va être justement par rapport au sommeil. J'ai envie de vous poser une question. Est-ce qu'on est différent pendant le ramadan? Est-ce qu'on subit une pression psychologique? Est-ce qu'il y a un poids quelconque? Alors, il y a une pression psychologique, si vous voulez, par rapport à tout ce qui est interdit, on disait tout à l'heure, par rapport à tout ce qui est interdit. Donc, si je me mets dans la tête que, voilà, je dois attendre fatalement la rupture du jeûne pour avoir satisfaction de, de tout ce qui est privé dans la journée, bah, fatalement, je vais être un petit peu sur les nerfs et avoir une humeur un petit peu maussade, si vous voulez, voilà, stressée, voilà. Et attendre justement la rupture du jeûne pour avoir tout ce qui n'est pas interdit par la suite, si vous voulez. Voilà. Donc, si au contraire, je me dis, c'est un mois de piété et c'est un mois où je dois me calmer, je dois plus m'occuper de la partie spirituelle, si vous voulez. Et là, tout ce qui est interdit va être plutôt normal de s'en passer, puisque à la base, lorsque vous dormez le soir, vous avez déjà une période de jeûne naturelle
que vous effectuez. Donc là, déjà, vous êtes privé de plusieurs choses la nuit puisque vous dormez. Oui. Donc si vous en privez dans la journée alors que vous êtes éveillé, théoriquement, ça ne devrait pas poser de problème. Oui. Donc la différence va être entre celui qui va attendre la rupture absolument pour avoir cette alimentation ou ces plaisirs, et l'autre qui va attendre justement la rupture du jeûne pour avoir, si vous voulez, la partie spirituelle. Oui. Docteur Raïs, justement, le professeur Benatman parlait à l'instant justement de ce problème de sommeil qui est le premier à être incriminé dans ces troubles du comportement, si on peut dire les choses comme ça, cette nervosité à fleur de peau, cette irritabilité qu'on a pendant le mois du Ramadan. Oui. Est-ce que les gens prennent... Parce que pendant longtemps, on a pensé que les problèmes du sommeil relevaient presque d'un luxe. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens en parlent? Est-ce qu'on sait les répercussions de la dette du sommeil sur notre santé? Alors, parler du sommeil, c'est un peu difficile. D'ailleurs, au niveau des consultations, c'est un peu plus compliqué. Vous savez, le sommeil fait partie de l'intimité, si vous voulez, des gens. Donc, on a tendance à pas trop en parler. À banaliser aussi. À banaliser, d'accord? Donc, effectivement, il y a des difficultés à parler du sommeil. Et puis, on le rencontre aussi avec les patients. Dès qu'on ouvre une petite brèche, et là, ils sont complètement soulagés. Et là, ils commencent à déverser leurs problèmes en consultation. Maintenant, si vous voulez, par rapport aux problèmes du sommeil, on a tendance à dormir. Est-ce que les gens en parlent, par exemple, avant le Ramadan? Est-ce que les gens vous en parlent? Est-ce que vous parlez de leur sommeil? Parce que si une personne a déjà des problèmes de sommeil... oui, voilà. Alors, effectivement, donc je fais exprès parfois de convoquer certains patients qui ont des difficultés de sommeil. Je les convoque avant le mois sacré pour en discuter et leur donner des conseils justement pour pouvoir bien dormir et ne pas perturber le rythme veille-sommeil pendant le mois de carême. Voilà. Et puis il y a des patients, malheureusement, même si on discute, même si on leur donne les conseils, il y a des patients qui restent sur leur pratique, j'allais dire, pendant le mois sacré, ils n'arrivent pas à dormir la nuit. Et ça, c'est aussi le comportement. Donc il y a deux choses, si vous voulez, il y a deux critères. Il y a le comportement journalier diurne qui va conditionner le comportement nocturne, et il y a votre comportement nocturne qui va conditionner aussi derrière le comportement diurne de la journée. Oui. Alors, il faut dire que le sommeil est très important dans notre vie. Hein. On dort quelque chose comme le tiers de sa vie. Exactement. Et en plus de ça, la qualité de la vie dépend de la qualité du sommeil. C'est aussi simple que ça. C'est quoi, professeur? On parle beaucoup du sommeil réparateur. Qu'est-ce qu'un sommeil réparateur? Un sommeil réparateur, premièrement, il est conditionné par la qualité du sommeil et la quantité du sommeil. La qualité du sommeil, c'est beaucoup plus, on vous dit que quand vous vous mettez au lit, théoriquement, vous ne devez pas dépasser les 30 minutes pour pouvoir dormir. Et ensuite, l'un des critères d'une bonne qualité de sommeil, c'est que, à la limite, au maximum, on se réveille 2 fois la nuit. Et on vous dit, le troisième critère, c'est qu'en se réveillant la nuit, maximum 2 fois, c'est que vous devez mettre moins de 30 minutes pour vous rendormir. Donc au total, plus que ça, il y a 6 à 7 heures de sommeil. Donc pour parler d'une mauvaise qualité du sommeil, la définition elle est claire, c'est la répercussion diurne. C'est-à-dire qu'on a tendance à somnoler diurne. Et il y a les échelles d'évaluation, l'échelle de Epworth, donc, qui évalue un peu cette somnolence diurne excessive. Et selon les études, qui passe de 10 à 20% chez l'individu en période non-ramadan, versus qui peut atteindre jusqu'à 60% pendant le ramadan. Ça veut dire que c'est le fait de ne pas récupérer la journée, la tendance à somnoler la journée, par exemple soit au volant, soit en lisant le journal, soit parfois en étant dans une réunion. Il nous arrive de repérer certains membres qui somnolent pendant une réunion, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle le sommeil diurne excessif. En fait, on parle de la somnolence diurne peut-être comme référence, peut-être parce que les gens finalement ne sont pas tous égaux dans le sommeil, parce qu'il y a des grands dormeurs et il y a aussi des petits dormeurs. Absolument. Là, je voulais terminer juste pour vous dire, c'est pas le seul critère, le fait d'avoir ce sommeil donc diurne excessif, mais c'est surtout les troubles de la concentration, les troubles de la mémoire, les troubles de la vigilance, et particulièrement. Maintenant, il y a des études qui ont fait un lien direct entre les troubles du sommeil et les troubles donc de la concentration, et c'est surtout le trouble de la vigilance. De la mémoire aussi. De la mémoire, et c'est pour ça que si vous avez constaté, les statistiques ont toujours montré qu'il y a plus d'accidents
pendant le mois de Ramadan. C'est pas au fait le Ramadan qui est accidentogène, mais au fait c'est les répercussions, comme l'a dit le collègue, c'est passer une mauvaise nuit, le lendemain être irritable, de mauvaise humeur, donc des problèmes relationnels, et l'hypovigilance, donc la diminution de la vigilance. Tout ça, ça s'explique par le sommeil. Mauvaise qualité. Là, vous touchez un point très important, le taux d'accidentologie. Si vous permettez, juste pour ce qui est du sommeil, on ne peut parler du trouble du sommeil qu'en se référant à l'état antérieur du patient. Vous avez bien fait de le souligner, il y a ce qu'on appelle les grands dormeurs. Ceux qui dorment 7 heures, 8 heures pour être vraiment apaisés le lendemain. Il y a ceux qui dorment à peine 3-4 heures, c'est un mode de vie, et qui se réveillent et qui n'ont pas donc de répercussions diurnes. À partir de là, on ne peut pas parler de trouble du sommeil. On parle de trouble du sommeil quand vraiment c'est différent à l'état antérieur du patient. Et je passe sous le contrôle de mon collègue. En fait, je voulais juste ouvrir une petite parenthèse parce que vous avez touché un point très important qui est peut-être pour alerter un peu les gens qui nous regardent par rapport au taux d'accidentologie qui est multiplié généralement par 2, parfois plus pendant le Ramadan et dans lequel justement on incrimine beaucoup le sommeil. Alors pour les routiers par exemple, on sait que chez nous on ne fait pas de test d'éveil malheureusement. Il faudrait peut-être conseiller qu'ils arrêtent de conduire ou qu'ils prennent congé. Qu'est-ce qu'on peut conseiller, professeur? Bon, ce qu'on peut conseiller, c'est ce que a dit le collègue, il faut se préparer avant le Ramadan, c'est se préparer psychologiquement, dire que je dois dormir il doit avoir un certain volume horaire de sommeil pour qu'il soit réparateur le lendemain et pour éviter les aléas, donc des troubles du sommeil le soir. Alors donc pour se préparer, c'est ce qu'il avait dit, donc un mois ou 15 jours ou à peu près 2 mois, on dit selon la littérature, il faut d'abord se préparer psychologiquement à ce que le Ramadan, c'est une vie pratiquement normale. Il y a juste un style de vie qui change. Ça veut dire que le sommeil, on ne badine pas avec. Ça veut dire que Ramadan par Ramadan, les 6 heures de sommeil ou les 7 heures de sommeil sont impératifs pour la récupération de l'individu et pour lui permettre de jeûner correctement et d'éviter tous les aléas inhérents aux troubles du sommeil. Docteur Raïs, le professeur a expliqué qu'est-ce qu'un sommeil réparateur, mais pour pouvoir bien dormir aussi, peut-être il faudrait se mettre en condition. Est-ce qu'il y a des conditions dans lesquelles on doit se mettre un rituel, j'ai envie de dire, on parle beaucoup du rituel ou d'adaptation quand on parle des bébés, mais on le dit pas pour les adultes alors que c'est tout aussi important. Effectivement, en fait, pour pouvoir dormir, il faut d'abord connaître son sommeil. Il faut savoir quel est le temps de sommeil qui m'est nécessaire à moi, puisqu'on n'est pas tous égaux face au sommeil. On a dit il y a des courts dormeurs, il y a des longs dormeurs, il y a des couches tard, il y a des couches tôt. On va d'abord connaître son sommeil et essayer de savoir combien de temps de sommeil il me faut pour pouvoir être en forme le lendemain. À quel moment je dois dormir pour pouvoir me réveiller le lendemain. Et il y a aussi un conditionnement journalier qui se fait. En fait, ce que vous allez faire dans la journée va conditionner votre sommeil nocturne. Donc, si vous vous réveillez à 11h, midi, vous faites une bonne grasse matinée, automatiquement, le soir, vous allez... décaler. Vous allez décaler. Donc, il faut se réveiller à une heure, j'allais dire, fixe le matin, même si on peut éventuellement dépasser d'1 heure, 1h30 ou même jusqu'à 2 heures le week-end pour pouvoir récupérer un petit peu, c'est bien, mais pas au-delà. Donc, avoir toujours une heure fixe de réveil le matin. À partir de cette heure-là, toute la journée va se caler. Et vous allez avoir une activité, les personnes qui vont au travail, les personnes qui vont au sport, tout ça. Donc, l'activité journalière va conditionner le sommeil nocturne, premièrement. Deuxièmement, des petites siestes. Puisque si vous vous réveillez par exemple à 7 heures du matin, vous n'allez pas pouvoir être alerte et avoir toute votre vigilance pendant 8 ou 10 heures de la journée. Quand on dit une petite sieste, ça veut dire quoi? Alors, une petite sieste, en général, c'est en début d'après-midi, si vous voulez. C'est là où le taux de vigilance est au plus bas. D'accord? Physiologiquement, je parle. Vous avez entre 13 et 14 heures, entre 4 heures, 5 heures du matin, là, la vigilance, elle est au plus bas. Ça, c'est physiologique. Donc, on peut profiter de ce moment-là pour faire une petite sieste de 15-20 minutes. C'est une sieste flash, une sieste rafraîchissante, on appelle ça. Ça permet de recharger un petit peu les batteries, d'accord? Et d'avoir une vigilance assez intéressante pour pouvoir terminer la journée. Et on ne va pas empiéter avec une courte durée pareille, on ne va pas empiéter sur le sommeil nocturne. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et alors, il y a aussi votre alimentation journalière
qui va conditionner votre sommeil nocturne. Pendant le ramadan, hein, alors, pendant le ramadan, c'est votre repas de la rupture du jeûne qui va conditionner aussi votre sommeil. Et l'activité physique. Alors, il est intéressant de faire de l'activité physique. C'est un peu plus compliqué pendant le mois de carême parce qu'on ne peut pas avoir une activité physique intense. Donc, on préconise une activité physique à peu près de 20 minutes, pas vraiment intense, mais plutôt en fin d'après-midi. Fin d'après-midi. Alors, ce qu'on peut faire aussi, après le ftour, après la rupture du jeûne, on peut faire une petite marche. Alors, vous avez des gens qui vont partir à la prière de Tarawih, ça c'est bien, c'est excellent, et vous avez d'autres qui éventuellement peuvent faire une petite marche de 20 minutes, 30 minutes, c'est intéressant. Alors, j'ai écouté votre émission la semaine dernière, on préconisait aussi, mes collègues parlaient d'activité physique le soir après la rupture du jeûne. Là, c'est un peu plus compliqué puisque cette activité physique, qui peut être éventuellement intense puisqu'on vient de rompre le jeûne pour certaines personnes, va augmenter la température corporelle. Et si vous augmentez la température corporelle, on aura du mal à dormir. Exactement, voilà. Donc là, on a des difficultés à dormir par la suite. Donc on va décaler davantage notre sommeil. Et puis, essayer d'éviter les écrans. Alors, ça, c'est un point très important. C'est très important. Alors, on a remarqué que, on va dire les 30, 40, peut-être même 50 dernières années, tout a basculé sur le plan sommeil. Puisqu'avant, alors il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de lumière, donc à la chandelle, il n'y a pas grand-chose à faire, donc du coup, vous allez dormir. À partir du moment où vous avez cette lumière électrique qui est rentrée dans nos foyers il y a une dizaine d'années, un peu plus, vous avez une journée artificielle qui commence la nuit, si vous voulez. Et là, vous allez stimuler les yeux, d'accord? Il y a une stimulation de votre cerveau par le biais des yeux. Et cette stimulation va empêcher le sommeil, empêcher la sécrétion de mélatonine, qui est l'hormone de sommeil, et du coup, on va retarder. Du coup, il faut prendre la décision de dormir de nos jours. Est-ce qu'il ne faut pas consommer d'écran avant de dormir? C'est ça le conseil qu'on peut donner? Le conseil, c'est exactement ça. Il faut éviter les écrans à peu près, on va dire, 1 heure avant d'aller dormir. Il faut essayer d'éviter les écrans. C'est un peu plus compliqué, justement, avec le mois de carême, avec toutes les émissions et tous les... Voilà. Il y a un poids culturel aussi, vous êtes d'accord avec moi, professeur Benatman. Quand on parle d'alimentation, on dit qu'il y a le poids culturel de notre alimentation, encore une fois. Et là aussi, il y a un poids culturel, parce que le ramadan rime aussi avec veillée ramadanesque. Alors on a du mal, quand même, à dormir tôt pendant le ramadan. Parce que c'est un peu la télé, c'est un peu aujourd'hui les tablettes et les téléphones sur lesquels on peut aussi regarder des programmes. Il y a un tas de choses quand même que nous faisons en soirée et qui nous empêchent de dormir tôt. Ben oui, ça a été dit, c'est clair. C'est connu que les écrans bleus particulièrement empêchent un peu le sommeil, ça stimule le cerveau et donc tous les neurones sont en effervescence en quelque sorte et ça empêche donc l'installation du sommeil, surtout l'insomnie d'endormissement. Et donc à partir de là, il faut éviter naturellement de s'accrocher trop aux tablettes, tout ce qui est smartphone, tout ce qui est télé. Et puis, dans le temps, si on revient en arrière, des années avant l'apparition des écrans bleus, etc., c'est que c'était des veillées familiales. C'était juste un peu de lumière. Voilà, bocalette, etc. Donc, ça, à la limite, il y a des gens qui dormaient en étant en famille, etc. Oui. Mais là, la problématique qui se pose maintenant, c'est aussi l'alimentation. Elle est incriminée aussi dans le trouble du sommeil, puisqu'on on dit que généralement, quand un ventre est vide, on n'arrive pas à dormir. Mais là aussi, quand un ventre vraiment, c'est une pléthore d'aliments, surtout les éléments, l'alimentation grasse et trop sucrée, ça, vous avez tout un métabolisme, on sollicite beaucoup d'enzymes au niveau de l'estomac et qui font que ça va se répercuter au niveau du cerveau et c'est ce qui empêcherait donc d'avoir une bonne qualité ou de dormir très tôt. Il y a aussi l'activité, comme a dit mon collègue, c'est que dans la journée, on vous dit que l'ensoleillement
l'exercice physique, qu'elle soit même la marche, c'est ce qui permet le soir, avec la sécrétion de la mélatonine et la diminution de la température corporelle, qui permet d'avoir donc un sommeil dans les bras de la morphée, comme on le dit. Mais si tous ces critères ne sont pas réunis, c'est-à-dire toute la journée, on est en face de la télé, ou bien, par exemple, on mange gras, ou bien, enfin, c'est-à-dire que des facteurs limitants. Là, c'est tout à fait normal. Oui, puisque vous parlez justement des personnes qui ne font rien, en fait, la problématique du sommeil se pose certainement chez les personnes qui sont socialement engagées, c'est-à-dire les personnes qui travaillent ou celles qui ont des enfants à accompagner, donc ils doivent se réveiller et ils ont une vie sociale. Il y a d'autres personnes aussi qui ne font rien pendant la journée et qui passent donc toute la journée affalées et qui voient leur horloge carrément chamboulée. Est-ce que c'est grave? Eh ben oui, c'est pour ça qu'on vous dit que pendant le ramadan, il faut avoir une activité quand même diurne. Et ça, c'est parmi les paramètres et les critères qui vont collaborer pour une bonne nuit de sommeil. Mais c'est surtout l'alimentation qu'il faut surveiller. Ça, c'est très important. Pendant les mois de ramadan, on sait que culturellement, les plats maghrébins sont hyper sucrés, hyper gras, etc. Les gens ne se rendent pas compte. Et puis aussi, parmi les recommandations pour avoir une bonne nuit de sommeil, c'est, comme il a dit, c'est qu'il faut qu'il y ait une petite activité après une petite marche, la rupture du jeûne, et que pendant la rupture du jeûne, on peut manger léger. Et ensuite, 2 heures, 3 heures après, on peut prendre ce qui paraît plus correct comme plat, mais c'est surtout marcher après le ftor est très important aussi. Docteur, c'est ce qu'on doit comprendre finalement, d'après ce que vous venez de dire, que finalement, si on ressent aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, d'ailleurs c'est le cas de beaucoup de ceux qui nous regardent aussi, si on ressent aujourd'hui une fatigue pendant le ramadan ou une somnolence diurne, cela n'est pas dû au jeûne, mais est dû à notre comportement, tout simplement. Effectivement. Alors, il faut comprendre que je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire le jeûne n'a pas de répercussions sur notre sommeil. Pas du tout, parce que déjà, vous avez l'habitude de jeûner. Tous les jours, vous jeûnez. D'accord? Vous jeûnez depuis l'endormissement. Si vous dormez à 22h jusqu'à 6h, 7h du matin, c'est une période de jeûne. Donc, votre corps continue quand même à fonctionner. Donc, il y a des systèmes de régulation qui entretiennent tout ça. Maintenant, le jeûne va être dans la journée, puisque là on est réveillé, on se rend compte de ce qu'on ne doit pas manger, de ce qu'on ne doit pas faire. D'accord? Donc là, c'est pas parce que j'ai jeûné que je suis fatigué, c'est parce que j'ai mal dormi. Alors, je rebondis sur ce qu'a dit le professeur par rapport à l'alimentation. Vous allez rompre votre jeûne avec une alimentation grasse. Tout de suite, vous allez faire suivre ça par des gâteaux, et c'est très sucré, c'est très riche en gras et en sucre. Alors, vous allez veiller. Déjà, vous avez la période de digestion. D'accord? Donc, on dit toujours qu'il faut aller dormir. Il faut laisser à peu près 2 heures, 3 heures à la digestion, d'accord, juste après manger, pour pouvoir bien dormir. Contrairement à ça, il y a une consommation de tout ce qui est café, thé. Absolument. C'était le point qui... Voilà, vous anticipez un peu sur la question prochaine. Voilà, addictologie, donc le café, le thé, la cigarette, qui va empêcher le sommeil de s'installer. Alors, vous allez donc veiller. En plus, pendant le ramadan, on a tendance à faire ça dans l'excès. Hein. Exactement. Les gens posent carrément une théière et ils la terminent en une soirée. Exactement. Alors, si vous prenez cette consommation de thé, de café, de produits sucrés, des gâteaux, vous allez veiller encore davantage. Alors, il faut savoir que, entre parenthèses, l'hormone qui gère la satiété, la leptine, elle est sécrétée pendant le sommeil. Donc, pendant le sommeil, théoriquement, on ne doit pas manger. Oui. Donc, si vous ne dormez pas, il n'y a pas de sécrétion de cette hormone. Oui. Donc, du coup, vous allez passer votre soirée à manger. D'accord? Et à force d'avoir... Alors, si vous faites ça sur une nuit, 2 nuits, ça va. Mais si vous le faites sur 30 jours, il faut savoir qu'à partir de 2 nuits, on commence à avoir des taux de cette hormone qui sont réduits au niveau de l'organisme. Et à ce moment-là, votre appétit va aller vers tout ce qui est gras, tout ce qui est sucré. Donc, on a jeûné toute la journée, on n'a pas dormi la nuit, et le soir, je vais rompre mon jeûne, et tout ce que j'ai envie de manger, ça va être que du gras et que du sucré.
Et c'est un cercle vicieux qui s'installe pendant 30 jours. Oui. Alors il faut dire aussi, professeur, peut-être parce que là c'est un point très important, celui de l'alimentation, et que l'adaptation justement au rythme du Ramadan dépend aussi de notre alimentation et du mode de vie qu'on a. Alors si on arrive à manger équilibré, l'adaptation va se faire en quelques jours, en 2 ou 3 jours, alors que si on mange mal, cela va prendre beaucoup plus de temps. Ben oui, c'est-à-dire que l'individu, ce qui doit se mettre dans la tête, la définition même du jeûne de Ramadan, c'est quoi? C'est la privation de boire, de manger, d'avoir des rapports sexuels. Ça c'est connu, ce qu'on appelle les besoins primitifs. Et donc, ces besoins primitifs, l'individu doit apprendre à les gérer, c'est-à-dire bien après le Ramadan, pour avoir la niya, ce qu'on appelle niya. Ça veut dire à partir de là, s'il arrive à gérer et qu'il arrive à différer donc ses besoins primaires, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va réussir son jeûne. D'une part, parce que au fait, c'est ce qui rend un petit peu irritable pendant la journée, c'est le fait de ne pas pouvoir manger, etc. En plus, on a parlé du sommeil. Et donc, si l'individu se prépare psychologiquement à ça, théoriquement, la période d'adaptation, elle se fait en 2-3 jours. Les 2-3 premiers jours, pour preuve, les gens vous signalent des céphalées, une certaine lassitude les 3 premiers jours, c'est tout à fait normal, parce que c'est tout un rythme physiologique qui va être chamboulé. Et absolument. Mais en principe, à partir du 4e, 5e jour, le phénomène d'adaptation est rapidement, il se fait assez rapidement. Donc pour cela, je vous dis que les personnes doivent avoir cette niya de différer tout ce qui est donc besoin primaire, décalé de 12 heures, 15 heures. Maintenant, le jeûne est de 15 heures, donc de 4 heures du matin jusqu'à 20 heures. En principe, on arrive à gérer parfaitement bien. Il n'y a pas de problème d'adaptation, il n'y a pas lieu d'avoir de troubles de l'humeur, ni de troubles du caractère, ni de fatigabilité aussi, qui est très rapportée pendant le Ramadan, à travers certaines études avec les échelles de Pichot qui sont calculées. Tout ça, c'est par rapport à la mauvaise qualité du sommeil. Oui. Alors, on a parlé un peu de... Vous en avez touché un mot par rapport aux aliments addictogènes, j'ai envie de dire. Comment se comporter justement pendant le Ramadan pour une personne qui a l'habitude de prendre beaucoup de café, beaucoup de thé, qui éventuellement fume? Alors quel comportement doit-on avoir pendant le Ramadan? Est-ce que c'est l'occasion de diminuer ou de penser à un sevrage? Alors, diminuer ou penser à un sevrage, c'est par rapport à la quantité de consommation qu'il va avoir. Donc, alors, ce qui serait intéressant, ce qui serait souhaitable justement, c'est de diminuer progressivement, si vous voulez, pendant le mois de Sha'ban, donc juste avant le mois de Carême. Voilà. Donc diminuer un petit peu les consommations. Voilà. Donc, alors, ces céphalées justement que vient d'en parler le professeur, ces céphalées, c'est par rapport à la non-consommation. Donc là, j'entame ma journée sans avoir consommé mon café du matin, d'accord, ou avoir pris ma cigarette, par exemple, du matin, ou mon thé, ou alors peu importe. Donc, ce décalage va faire que il va y avoir des céphalées. C'est une forme de désintoxication, si vous voulez, voilà. Et du coup, on va avoir ces céphalées, ces troubles, maux de tête, voilà, ces maux de tête, ces troubles de l'humeur, si vous voulez, dans la journée. Donc, pour pouvoir éventuellement gérer ça... Alors, l'irritabilité, elle est due aussi au café ou à la cigarette. Effectivement. Mais pas que. C'est-à-dire, si on arrive à gérer l'irritabilité due à ces produits addictogènes, si vous voulez, à cette alimentation addictogène, en diminuant avant le mois de Carême, de 2-3 jours, une semaine, on diminue les doses de consommation. C'est-à-dire, quand on dit diminuer les doses, alors on doit prendre combien de cafés par soirée? Au lieu de prendre 3-4 cafés par jour, on peut en prendre 2. Voilà. Ça, donc, diminuer la quantité, c'est tout. Donc, déjà, là, il va y avoir un retentissement pendant ces jours-là. D'accord? Parce que la personne va ressentir justement le besoin, parce que celui qui a l'habitude de prendre 4 cafés, prendre 2, ça va jouer sur son moral. Mais il se prépare justement pour là. Les 2-3 premiers jours, il va y avoir ces céphalées, d'accord? Il va y avoir cette irritabilité, puis par la suite, ça va rentrer dans l'ordre. Voilà. J'ai envie de dire techniquement, comment doit-on faire? Alors, une personne qui aime le café, une personne qui fume, comment elle doit se comporter pendant le Ramadan? Alors, elle ne s'est pas préparée. C'est une personne qui ne s'est pas préparée. On est en plein Ramadan, on est au 8e jour, qu'est-ce qu'il faut faire? La personne qui ne s'est pas préparée, c'est tout à fait normal, ça sera une personne qui va avoir des difficultés. Nous, les conseils qu'on prodigue généralement, c'est de commencer à réduire les consommations des produits addictogènes,
que ce soit alimentation. Est-ce qu'on ne peut pas le faire pendant le ramadan? Que ce soit cigarette, que ce soit... Oui, mais mettre d'emblée le pied dans le plat, c'est un peu difficile. Alors, il y a certaines personnes qui ont trouvé la parade. Alors, ils vont chez les médecins, ils réclament par exemple des somnifères. Alors, ils vous disent, juste après le ftour, 1 heure, 2 heures après, au lieu de consommer, je suis sûr que si je reste éveillé, je vais en consommer. C'est difficile parce qu'il y a cette envie impérieuse. Et c'est ce qui caractérise l'addiction par rapport à un aliment, par rapport à une substance, par rapport à un comportement. Et à partir de là, ils trouvent la parade. Qu'est-ce qu'ils prennent? Un comprimé d'un somnifère. Et ça lui permet de passer une nuit. Non seulement il va dormir, et puis pour ne pas consommer. Il a dit tout à l'heure, parce qu'en dormant, c'est comme si on est à jeun déjà. Donc là, le sommeil artificiel, si on veut, dire, c'est que c'est des gens qui vont prendre des benzodiazépines ou des sédatifs pour dormir le plus tôt possible, pour éviter donc de consommer, que ce soit des produits ou certains comportements. Mais nous, ce qu'on sait pendant le ramadan, les gens, on leur dit, moi personnellement, je ne dis pas aux patients qu'il faut arrêter d'emblée la cigarette. J'essaie de quantifier un peu. Bon, s'il me dit, habituellement, je prends 5-6 cigarettes, je dis, eh ben, si vous arrivez le premier jour à prendre 2 ou 3, le deuxième jour, vous réduisez, au bout d'une semaine, vous allez peut-être éviter complètement la prise de café ou de cigarette, ou peu importe. Nous avons avec nous depuis Constantine, professeur Bougrida Mohamed. Vous êtes chef de service de physiologie clinique et de l'exploitation fonctionnelle. Vous êtes également spécialiste du sommeil au CHU de Constantine. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez fait, professeur, une étude sur l'impact du jeûne pendant le ramadan sur la qualité du sommeil et la somnolence diurne et le comportement. L'étude a été faite au niveau du CHU de Constantine. Est-ce qu'on peut savoir quels ont été les résultats? Oui, merci. Merci de m'avoir invité. Je passe le bonjour à mon ami Benatman et à notre confrère sur le plateau. C'était une étude réalisée en 2019 dans le service de physiologie des explorations fonctionnelles au CHU de Constantine. On a, à l'aide d'un questionnaire, on a essayé de voir le comportement du sommeil des travailleurs du CHU de Constantine. Et les résultats étaient plus ou moins spectaculaires parce qu'on a trouvé quand même un décalage très très important, un déphasage dans les horaires habituels du sommeil. Donc on a trouvé qu'il y a eu un retard de phase de 3 heures chez les hommes et de 2 heures chez les femmes. Une somnolence diurne a été retrouvée dans 60% des cas étudiés. Et on a aussi essayé de faire des questionnaires concernant l'irritabilité, la fatigabilité, tout ça, le questionnaire de Pichot et d'autres. Et on a trouvé aussi que 75% des travailleurs du CHU étaient fatigués durant la journée et étaient aussi plus ou moins une irritabilité a été retrouvée. Et nous, on attribue tout ça, tous ces symptômes, surtout la somnolence durant la journée, ce qu'on appelle la somnolence diurne excessive, au manque de sommeil, à ce déphasage, même on a trouvé que le temps total du sommeil était réduit à 5 heures, voire 4h30 pour certains. Donc il y a une dette du sommeil. Cette dette du sommeil se répercute sur la journée par un comportement, un manque de concentration, une irritabilité, une fatigabilité importante, et puis une somnolence diurne. Cette somnolence diurne peut provoquer chez certains de l'accidentologie aussi, provoquer des problèmes avec leurs responsables parce qu'ils n'arrivent plus à travailler correctement, ils sont somnolents durant la journée. Donc c'était vraiment le fait d'avoir perturbé le rythme du sommeil, le rythme veille-sommeil, et décaler l'horaire du sommeil de 3 heures ou de 2 heures, c'est-à-dire dormir au-delà de minuit, ça entraîne des troubles très très néfastes, des troubles comportementaux. Oui, professeur Bougrida, donc c'était vraiment... Oui, on disait tout à l'heure avec mes invités justement qu'on parle beaucoup de notre alimentation pendant le ramadan, mais on a tendance à oublier justement le sommeil qui est considéré parfois comme un luxe, alors qu'aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui ça commence un peu à changer? Est-ce qu'on s'intéresse justement à cette dette de sommeil qui peut avoir des répercussions très graves sur notre santé?
Effectivement, le sommeil est régulé par des phénomènes nerveux et par le cycle circadien. Donc il y a une synchronisation qui se fait au coucher. Au coucher, déjà, l'organisme commence à sécréter certaines substances, certains neurotransmetteurs qui sont impliqués du sommeil et qui sont liés à l'obscurité. Et ces substances, si on retarde notre horaire de sommeil, seront perturbées. Et d'ailleurs, quelques hormones seront aussi perturbées, telles que le cortisol, la mélatonine, qui sont des hormones très très importantes. Et même chez les adolescents et les enfants, l'hormone de croissance qui est sécrétée dans la première partie de la nuit, si on ne dort pas durant la première partie de la nuit, c'est-à-dire entre 23h, 22h, si on dépasse minuit, on risque d'avoir une perturbation énorme sur le plan biologique, hormonal, humoral, et bien sûr, ça va entraîner une dette du sommeil parce qu'on est obligé de se réveiller le matin, parce que les gens travaillent, ils seront obligés de se réveiller avec cette dette du sommeil, avec un temps total du sommeil inférieur à 7 heures, même disons 6 heures, plus ou moins c'est suffisant, mais je préfère 7 heures. Et là, durant la journée, ils auront la somnolence diurne, qui est un symptôme très néfaste. La somnolence diurne peut provoquer des accidents, peut provoquer pas mal de problèmes. On ne peut pas tenir une réunion, on ne peut pas tenir un cours si on est enseignant, on ne peut pas être face à son malade et bâiller alors qu'on doit être vigilant. Après la somnolence diurne, il y a aussi l'irritabilité et la fatigabilité, le manque de concentration. Donc, je conseille les gens, rien ne vaut le sommeil de la première partie de la nuit, le sommeil d'avant minuit. Et c'est là que le sommeil devient récupérateur parce que le sommeil a des fonctions. Parmi les fonctions du sommeil, c'est la régénération de l'organisme, c'est la récupération. Si on dort au-delà de 2 heures du matin, ou bien même si on se réveille un peu tard, ça n'a pas les mêmes effets. Aujourd'hui, même la corrélation, professeur. Oui, professeur Bougrida, il ne nous reste pas beaucoup de temps. J'aimerais vous poser cette question qui est très importante. Aujourd'hui, la corrélation justement entre le manque de sommeil et des maladies comme le diabète ou l'hypertension est aussi prouvée. Hein. Est-ce qu'un rythme comme celui du Ramadan, par exemple, une personne qui ne dort pas pendant plusieurs jours ou pratiquement tout le mois, risquerait de développer une maladie comme le diabète ou l'hypertension ? Effectivement. D'abord, ça peut risquer. Le grand risque, c'est d'avoir une perturbation du cycle veille-sommeil. Ça, c'est très important parce qu'au-delà après le Ramadan, on peut avoir une insomnie. On peut développer une insomnie de début de nuit. Et puis, beaucoup d'études, comme vous l'avez bien mentionné, beaucoup d'études ont montré que le manque de sommeil entraîne ce qu'on appelle de l'insulino-résistance qui évolue vers le diabète, qui entraîne aussi une hypertension artérielle. Donc il y a une corrélation importante entre certaines maladies cardiovasculaires et les maladies métaboliques telles que le diabète. Oui, c'est vrai. Nous, on a fait une étude aussi sur l'apnée du sommeil et le diabète. Les apnéiques ont une dette du sommeil parce que le fait d'avoir une apnée, le cerveau se réveille, donc il y a des micro-réveils. Ces micro-réveils entraînent une perturbation importante de la régulation de la glycémie, ce qui évolue vers cette résistance à l'insuline et ce qui évolue plus tard vers le diabète. Quel conseil peut-on donner aujourd'hui, on termine avec vous, professeur, quel conseil peut-on donner aujourd'hui pendant ce mois sacré du Ramadan, où beaucoup de gens, justement, voient leur horloge biologique qui est complètement chamboulée? Quel conseil pouvez-vous leur donner? Il ne faut pas perturber cette horloge biologique, justement. Ce rythme veille-sommeil, ce rythme circadien doit être maintenu par le fait de dormir, garder les mêmes habitudes. On doit se mettre au lit pas au maximum à 23 heures, même si on doit se réveiller à 4 heures du matin pour le soir, c'est pas grave. Et on fait la prière et après on dort au moins 2 heures après, de 5 heures à 7 heures du matin, et ça serait suffisant. Et donc, je conseille les gens de dormir avant minuit, parce que le sommeil d'avant minuit, c'est le sommeil récupérateur. Au-delà, ça va provoquer des problèmes, ça va
provoquer des perturbations, surtout hormonales, et bien sûr la dette du sommeil qui se répercute sur le comportement durant la journée. Merci beaucoup, professeur Bougrida, d'avoir été avec nous. On vous libère. Alors, professeur Ben Athmane, le professeur Bougrida vient de le dire, justement, il a parlé, il est revenu un peu sur des conseils qu'on peut donner aujourd'hui. Ça, c'est une partie très importante de l'émission. Il nous reste un peu moins que 5 minutes. Peut-être qu'on pourra, qu'on pourra terminer avec ça. Alors, dormir avant minuit, c'est ça. C'est quoi le premier conseil? Dormir aux alentours de 23h30? Et ça, selon les recommandations. Vous permettez d'abord de saluer mon ami Bougrina et de lui souhaiter un bon ramadan. Pour le sommeil, c'est vrai que toute la littérature insiste sur le fait que le meilleur sommeil, c'est le sommeil d'avant 23 heures. C'est très important et c'est lui qui va conditionner pratiquement tout le comportement du lendemain en diurne. C'est lui qui va améliorer la vigilance. Ou un sommeil tardif ne remplacera jamais ce sommeil. Jamais. Même on a beau faire une petite sieste qui est plus ou moins réparatrice, c'est discutable, mais c'est surtout, dans la littérature du moins, ce qui est dit, c'est le meilleur sommeil qui permet donc la croissance chez l'adolescent ou chez l'enfant et qui permet la récupération chez le sujet âgé, avoir la vigilance le lendemain matin, ne pas avoir des troubles métaboliques. Il n'a pas cité l'obésité, qui est cité aussi parmi aussi les complications des troubles du manque de sommeil. Donc la meilleure façon, c'est d'avoir à l'esprit de jeûner le ramadan, mais tout en gardant les anciennes habitudes, c'est-à-dire dormir à l'heure et sahari à l'heure, vous rendormez. C'est-à-dire on va dormir, si on va parler techniquement, on va dormir à 23h30, on se réveille aux alentours de 4 heures. Ça veut dire 6 heures de sommeil, ensuite si vous dormez encore 1 heure ou 2 heures, ça fait 8 heures. Mais c'est que dans notre culture, j'insiste, qui dit Ramadan dit Sahara. Voilà, donc je disais tout à l'heure que c'était un poids culturel. Voilà, qui dit Ramadan dit Sahara, ça je crois qu'on l'a mal compris. Le sommeil est important et capital quand même. Est-ce qu'on peut calculer en réalité l'heure par exemple du réveil pour le suhour selon les cycles du sommeil? Ça va être un peu compliqué parce que là, tout dépend du temps que vous allez mettre pour l'endormissement. Donc effectivement, le disait tout à l'heure le professeur, il ne faut pas dépasser les 30 minutes pour quelqu'un qui dort bien, qui n'a pas de problème, qui n'a pas de pathologie, si vous voulez, du sommeil. Donc là, à partir du moment où vous dormez, on ne peut pas savoir à quelle heure vous allez dormir. Vous avez, c'est plusieurs cycles. En fait, le sommeil, c'est plusieurs cycles. C'est à peu près 4 à 6 cycles de 90 minutes. Donc, première partie, vous allez faire du sommeil lent. Donc, c'est du sommeil lent, léger et profond. Et après, ça va être du sommeil paradoxal. Donc, tout dépend des cycles que vous allez faire. D'accord ? C'est difficile de comptabiliser à quel moment vous allez être à 4 heures du matin. Est-ce que vous serez en phase de fin de cycle pour pouvoir vous réveiller? Parce que si vous êtes en fin de cycle, vous allez vous réveiller rapidement. Mais si vous êtes en milieu de cycle... Parfois avant le réveil. Exactement. Et si vous êtes en milieu de cycle, là, ça va être un peu plus compliqué pour se réveiller. Ce qu'il faudrait savoir, je le dis aux téléspectateurs, c'est qu'il faut savoir qu'on ne perd pas de temps en dormant. Notre corps a besoin de ce sommeil. Alors, vous avez le cerveau qui a besoin de cette période de sommeil pour se régénérer et se préparer, se conditionner pour la journée qui suit. Et vous avez toute la partie corporelle, les muscles qui doivent se reposer justement de la journée qui vient de passer pour pouvoir entamer la journée qui suit. Donc, si on dort bien, on peut éventuellement avoir on peut être de bonne humeur le lendemain, diminuer, si vous voulez, cette irritabilité de la journée. Et si on dort bien, on doit justement passer une journée plus calme par rapport à celui qui ne dort pas bien, si vous voulez, et même par rapport à la satiété, même par rapport à l'envie de manger, tout ça à la fin, ça va être gérable. Oui. Professeur Ben Athmane, on termine avec vous justement. Alors peut-être quels conseils devrions-nous donner aujourd'hui aux jeunes notamment, parce que c'est eux qui veillent le plus aujourd'hui et qui voient, professeur Bougrida on a parlé, on a touché un mot tout à l'heure, mais c'est important de terminer avec ça. Quels conseils peut-on donner pour les enfants qui ne dorment pas parfois, et qui vont à l'école le matin alors qu'ils ont veillé toute la nuit? C'est une très mauvaise habitude, certes, il faut sensibiliser les parents, surtout chez les adolescents, ils doivent dormir très tôt.
minimum, plutôt maximum vers 23h30, c'est pour que le lendemain, il soit plus ou moins frais et apte à suivre la scolarité. Parce qu'un enfant, leur croissance aussi. Bien sûr, oui, déjà, indépendamment de la croissance, c'est pour déjà la scolarité. C'est des enfants qui vont probablement être somnolents, moins vigilants et qui vont avoir d'extrêmes difficultés pour suivre leurs études. Et bien sûr, je passe sur la croissance. L'hormone de croissance, elle est très intéressante dans ce sens, puisque on vous dit la meilleure sécrétion, c'est les premières heures de la nuit. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Merci au professeur Bougrida d'avoir participé avec nous depuis Constantine. Merci à la technique et merci à vous de nous avoir prêté attention. J'espère que les conseils qu'on vous a prodigués aujourd'hui vous seront bénéfiques pour que vous ne soyez pas irritables pendant le Ramadan. Je vous souhaite Sahaf Tourkoum et je vous revois mardi prochain. Au revoir.